Comment la maison de mes parents s'est-elle retrouvée être une scène de crime? La femme au comptoir de la station-service m'a fixée pendant trop longtemps avant de me rendre ma carte de crédit. Sa main tremblait. J'ai mis ça sur le compte de l'étrangeté des petites villes. J'ai pris mon café, impatiente d'atteindre la maison au bord du lac avant que le soleil ne se couche complètement. Le trajet depuis Chicago avait duré 4 heures. Mes parents ne m'attendaient que demain, mais je voulais les surprendre en arrivant plus tôt. En octobre, dans le Wisconsin rural, la nuit tombe vite sur les routes, et j'avais déjà manqué 2 virages car le GPS de mon téléphone perdait sans cesse le signal dans ces forêts denses. La maison du lac est apparue exactement comme mes parents l'avaient décrite au fil des ans. Une structure modeste de 2 étages avec des volets bleus, une véranda faisant le tour de la maison, assez isolée pour ressembler à une véritable retraite. Je n'y étais jamais allée auparavant, malgré le pèlerinage annuel que mes parents y faisaient chaque 14 octobre, aussi loin que je m'en souvienne. Ils appelaient toujours cela leur voyage d'anniversaire, leur moment pour se reconnecter loin du stress de la ville. Cette année, j'avais enfin réussi à les convaincre de me laisser les rejoindre, même si j'avais décidé d'arriver un jour plus tôt pour aider à tout préparer et être furetée un peu dans leur lieu de vacances, sans qu'ils ne soient constamment sur mon dos. La clé était sous le 3e pot de fleurs, exactement là où ma mère m'avait dit qu'elle serait. La porte s'est ouverte avec un grincement qui a résonné dans les pièces vides. À l'intérieur, l'air ne sentait pas bon. Ce n'était pas l'odeur de renfermé d'une maison de vacances vide la majeure partie de l'année, mais un mélange d'eau de javel chimique et d'autres choses que je n'arrivais pas à identifier. Les meubles étaient rares et bon marché. Rien à voir avec les photos de familles chaleureuses que mes parents m'avaient montrées. Aucune touche personnelle, aucun souvenir de vacances décorant les murs, juste des espaces vides qui semblaient mis en scène, comme un décor de cinéma prétendant être une maison. J'ai posé mon sac de voyage près de l'escalier et j'ai sorti mon téléphone pour envoyer un message à ma mère et lui dire que j'étais bien arrivée. Aucun signal. J'ai parcouru le 1er étage, essayant différents endroits, tendant mon téléphone vers les fenêtres comme une sorte de rituel pour invoquer du réseau. Rien. Un téléphone fixe était accroché au mur de la cuisine, un vieil appareil à cadran couvert de poussière. J'ai décroché le combiné et j'ai entendu une tonalité, mais j'ai décidé de ne pas appeler. La surprise serait meilleure en personne demain matin, quand ils arriveraient et me trouveraient déjà installée avec le petit déjeuner prêt. Aller en ville me semblait une meilleure option que de rester seule dans cette maison à l'odeur étrange. Ma mère avait mentionné que la rue principale n'était qu'à un demi-mille et j'avais besoin de me dégourdir les jambes après la longue route. Le sentier à travers les bois n'était pas balisé et je me suis perdue 2 fois avant de déboucher sur un trottoir fissuré menant au centre-ville de Millbrook. 8 bâtiments au total, dont la moitié avec des vitres si sales que je ne pouvais pas dire s'ils étaient abandonnés ou simplement négligés. Un restaurant appelé Rutty's avait une enseigne aux néons clignotantes qui m'a attirée comme un phare. Au moment où j'ai poussé la porte, toutes les conversations se sont arrêtées. Une douzaine de visages se sont tournés vers moi, avec des expressions allant du choc à quelque chose qui ressemblait à de la peur. Le silence était si complet que je pouvais entendre les battements de mon cœur tonner dans mes oreilles. L'homme derrière la caisse a laissé tomber la cafetière qu'il tenait, et elle s'est fracassée sur le sol dans une explosion de verre et de liquide brun. Personne n'a bougé pour nettoyer. Il continuait de me fixer comme si j'étais entrée couverte de sang au lieu de porter un jean et un sweat à capuche de Northwestern. Je me suis forcée à marcher vers un box près de la fenêtre, chaque pas me donnant l'impression de traverser une résistance invisible. Une serveuse s'est approchée lentement, ses yeux ne quittant jamais mon visage. Elle avait environ 60 ans, ses cheveux gris tirés en arrière si fort que cela semblait douloureux. Ses mains tremblaient lorsqu'elle m'a tendu le menu plastifié et j'ai remarqué que son badge portait le nom de Dorothy. J'ai commandé un café et j'ai demandé si elle savait quelque chose sur la maison du lac au volet bleu. Le menu est tombé de ses doigts et a claqué sur la table. Elle a reculé sans le ramasser, sa bouche s'ouvrant,
et se fermant sans qu'aucun son n'en sorte. Par le passe-plat, je pouvais la voir parler d'urgence à l'homme de la caisse. Tous deux gesticulaient et me jetaient des regards toutes les quelques secondes. Les autres clients avaient repris leur discussion, mais à voix basse, créant un bourdonnement de conversation murmurée qui me faisait frissonner de malaise. Quelque chose n'allait pas du tout ici, et j'en étais le centre sans comprendre pourquoi. L'homme de la caisse s'est approché de ma table d'un pas prudent et mesuré. Ses mains tremblaient encore plus que celles de Dorothy. Il s'est présenté sous le nom d'Owen et m'a demandé si je logeais à la maison Henley. J'ai répondu que je ne connaissais aucun Henley, mais j'ai confirmé que j'étais à la maison du lac au volet bleu. Son visage est passé par une série d'émotions trop rapides pour être suivi. Choc, incrédulité, espoir, terreur. Il m'a demandé mon nom, et quand j'ai dit Lily Whitmore, il a émis un son comme s'il venait de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Il a sorti son téléphone d'une main tremblante et m'a montré une photo. Une petite fille, peut être 3 ans, avec des cheveux noirs bouclés et un sourire aux dents du bonheur. Elle avait mes yeux, mon nez, la même fossette à la joue gauche qui m'avait toujours rendue complexée. La ressemblance n'était pas seulement frappante, elle était identique. Je regardais une photo de moi-même enfant, sauf que je n'avais jamais vu cette photo de ma vie. La voix d'Owen s'est brisée lorsqu'il m'a demandé d'où je venais vraiment et depuis combien de temps j'étais avec les Whitmore. La question n'avait aucun sens. J'avais été Lily Whitmore toute ma vie, née à Chicago il y a 24 ans, élevée par David et Susan Whitmore, diplômée de Northwestern l'année dernière. Owen s'est assis en face de moi sans demander la permission et m'a montré d'autres photos. Une femme qui aurait pu être ma mère. Un homme avec exactement la même forme de sourcils. Leur photo de mariage de 1997. Leur avis de décès. L'avis de décès indiquait qu'ils laissaient dans le deuil leur fils Owen, âgé de 10 ans, et leur fille Lily, âgée de 3 ans, disparus. La date était le 15 octobre 2000. J'ai dit à Owen qu'il se trompait, que c'était une sorte d'erreur ou une plaisanterie cruelle, mais il a continué à me montrer d'autres preuves sur son téléphone, des articles sur une intrusion domestique dans une maison au bord du lac, une famille assassinée dans son sommeil, une petite fille évaporée sans laisser de traces, des photos de police de la scène de crime montrant les mêmes volets bleus, la même véranda, la même maison où je venais de passer la dernière heure et où mes parents prévoyaient d'arriver demain matin. Ma vision s'est troublée et Owen m'a rattrapé par le bras alors que je vacillais dans le box. Dorothy a apporté de l'eau sans qu'on lui demande, et les autres clients ne faisaient plus semblant de ne pas regarder. Owen a expliqué dans un flux de paroles que ses parents avaient acheté la maison du lac comme retraite de vacances en 1997. Chaque mois d'octobre, il venait de Milwaukee pour un long week-end afin de voir les couleurs de l'automne. Le 14 octobre 2000, quelqu'un s'était introduit chez eux pendant qu'ils dormaient. Ses parents ont été tués et sa sœur de 3 ans a disparu. L'enquête a piétiné. Aucun témoin, aucune empreinte, aucune piste. Owen dormait chez un ami cette nuit-là. C'est la seule raison pour laquelle il avait survécu. J'ai sorti mon permis de conduire et mon acte de naissance pour prouver qu'il avait tort. Mais mes mains ne s'arrêtaient pas de trembler. Owen a regardé les documents, puis la photo de sa sœur. La date de naissance correspondait. 3 mars 1997. Elle aurait 27 ans aujourd'hui. Exactement mon âge. Il m'a demandé si j'avais des souvenirs d'avant l'âge de 5 ans, et la question m'a transpercée car j'avais toujours trouvé étrange que mon premier souvenir clair remonte à la maternelle. Rien avant cela, à part des impressions vagues et des rêves qui ressemblaient plus à des souvenirs empruntés à la vie de quelqu'un d'autre. La porte du restaurant s'est ouverte avec fracas et un vieil homme est entré, m'a repéré et s'est figé si complètement qu'il aurait pu faire une attaque. Il a crié pour appeler le shérif Amos, et Owen a sorti son téléphone pour passer l'appel. En quelques minutes, une femme d'âge moyen en uniforme est arrivée, la main posée sur sa radio.
Le shérif Amos s'est approché et a demandé à Owen ce qui se passait. Il lui a montré les photos et mes documents. Elle les a étudiés pendant un long moment avant de s'asseoir et de me poser une question qui m'a donné l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Est-ce que vos parents vous ont déjà expliqué pourquoi vous n'aviez aucune photo ni aucun souvenir d'avant l'âge de 5 ans? Cette question a débloqué quelque chose que j'avais passé des années à occulter. Ma mère avait toujours dit que leur maison avait été inondée quand j'avais 4 ans, détruisant toutes les photos de bébé et les souvenirs d'enfance. Ils avaient déménagé à Chicago juste après pour repartir de zéro, mais j'avais couvert une inondation pour le journal de mon université et j'avais vu à quoi ressemblaient de vrais dégâts des eaux. La perte décrite par ma mère avait été trop complète, trop pratique. Pas de parents pour fournir des doubles car mes parents prétendaient être tous deux fils uniques de parents morts jeunes. Nous avions vécu dans cette bulle d'isolement toute ma vie et je ne l'avais jamais remise en question jusqu'à ce moment. Le shérif Amos m'a demandé si je consentais à un test ADN et à une prise d'empreinte. Ma bouche était trop sèche pour répondre, alors j'ai juste fait un signe de tête. Elle a passé des appels pendant qu'Owen était assis en face de moi, pleurant ouvertement, l'espoir et la terreur se disputant son expression. D'autres clients passaient leurs propres appels. La rumeur se répandait dans la petite ville que quelque chose d'impossible se passait au restaurant de Ruti. En 20 minutes, le parking s'est rempli de voitures et de gens se pressant contre les vitres pour apercevoir la fille qui pourrait être Lily Henley, la fille disparue, l'affaire classée qui hantait cette ville depuis 24 ans. Le shérif Amos m'a conduite au poste de police dans sa voiture de patrouille, tandis qu'Owen suivait dans son camion. Elle a expliqué qu'ils avaient toujours l'ADN de la scène de crime originale. Du sang sur la tête d'oreiller de la petite Lily Henley, provenant d'un saignement de nez qu'elle avait eu quelques jours avant de disparaître. Le laboratoire pourrait accélérer les résultats vu les circonstances. Elle m'a demandé où étaient mes parents, et j'ai expliqué qu'ils devaient arriver à la maison du lac demain matin. Son expression s'est durcie d'une manière qui m'a glacé le sang. Elle a pris sa radio et a commencé à coordonner avec la police d'État pendant que j'étais assise sur le siège arrière, avec l'impression de me noyer sous des informations que je ne pouvais pas traiter. Au poste, une adjointe a pris mes empreintes avec une efficacité douce. Appuyez ici, roulez sur le côté, l'autre main maintenant. L'encre était froide et le processus semblait surréaliste, comme si je regardais cela arriver à quelqu'un d'autre. Le shérif Amos a expliqué qu'elle avait contacté la police de Chicago pour vérifier l'appartement de mes parents. Elle avait lancé une alerte pour leur véhicule. Elle avait essayé de les appeler plusieurs fois sans réponse. Leur téléphone tombait directement sur la messagerie. Je suis restée assise sur une chaise en plastique inconfortable pendant qu'elle passait appel après appel, son ton devenant de plus en plus urgent. Des heures ont passé, marquées par du mauvais café et des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre correctement. Owen faisait les 100 pas dans la salle d'attente, me regardant périodiquement à travers la vitre comme si je pouvais disparaître s'il cessait de me surveiller. Le shérif Amos est revenu avec une mise à jour qui m'a serré la poitrine. La police de Chicago avait trouvé l'appartement de mes parents vide, le courrier s'accumulant, aucun signe d'occupation récente. Leur carte de crédit n'avait pas été utilisée depuis plus d'une semaine. Les dernières positions connues de leur téléphone bornaient près de Millbrook il y a 3 jours. Ils étaient déjà ici, quelque part à proximité, attendant l'anniversaire de ce qui s'était réellement passé dans cette maison du lac il y a 24 ans. Le shérif Amos a demandé la permission de fouiller la maison, et je l'ai donnée immédiatement, désespérée de trouver quoi que ce soit qui puisse donner un sens à ce cauchemar. Nous y sommes retournés au coucher du soleil, la forêt se transformant en un labyrinthe d'ombres. Owen suivait, ses phares étant un réconfort dans mon rétroviseur. La maison paraissait différente dans l'obscurité, plus sinistre avec ses fenêtres vides et son emplacement isolé. Le shérif Amos et 2 adjoints ont fouillé méthodiquement le premier étage pendant que je me tenais dans la cuisine avec Owen, incapable de parler. Puis l'un des adjoints a appelé depuis l'étage et tout a basculé. Le shérif nous a ordonné de sortir
et nous sommes restés sur la véranda dans l'air froid d'octobre pendant 20 minutes avant qu'elle ne réapparaisse. Son visage était marqué par des traits durs et colériques. Ils avaient trouvé une pièce verrouillée au deuxième étage que j'avais supposé être un simple placard de rangement. À l'intérieur se trouvait un sanctuaire dédié à la famille Henley. Des photos couvrant chaque mur, des coupures de presse sur les meurtres, un livre de bébé avec Lily Henley, écrit d'une écriture soignée, et le plus accablant, un journal appartenant à Susan Whitmore détaillant sa descente dans l'obsession, et le plan pour prendre la fille parfaite que l'univers lui devait. Les entrées du journal commençaient des années avant les meurtres, documentant les luttes de Susan contre l'infertilité et son mariage qui s'effondrait. Elle avait rejoint un groupe de soutien pour les couples ayant des problèmes de reproduction. Ce groupe s'était lentement transformé en quelque chose de plus sombre. Des gens si brisés par la perte qu'ils étaient prêts à enfreindre toutes les lois pour combler le vide. Un enquêteur privé véreux qui aidait à identifier les cibles, une infirmière licenciée qui fournissait des sédatifs, un serrurier qui leur apprenait à contourner les systèmes de sécurité. Au fil des mois, ils avaient planifié des enlèvements déguisés en cambriolage, et la famille Henley avait été leur troisième cible. Mais quelque chose avait mal tourné. Le shérif Amos a lu les entrées des 14 et 15 octobre 2000. Susan avait écrit qu'elle se cachait dans les bois derrière la maison, observant par les fenêtres la famille dîner et mettre la petite Lily au lit. David était censé droguer tout le monde et ne prendre que l'enfant, mais mon vrai père s'était réveillé pendant l'intrusion. Il y avait eu une lutte. David Whitmore avait paniqué et utilisé un couteau. Les entrées de Suzanne dérivaient vers des justifications, prétendant qu'il voulait seulement sauver un enfant, que les accidents arrivent, que Dieu leur avait donné la fille qu'ils méritaient. Chaque mot était un couteau remué dans ma poitrine parce que ces gens m'avaient élevé, m'avaient aimé, avaient construit toute leur vie autour de moi sur des fondations de meurtre. Owen a émis un cri de douleur animale et je me suis rendu compte que je produisais des sons similaires. Le shérif Amos a appelé des renforts. Et en 1 heure, la maison fourmillait de policiers d'État et d'experts médico-légaux. Ils ont trouvé du sang dans les lattes du parquet à l'étage, des traces que le luminol a révélées malgré les tentatives de nettoyage minutieux. Ils ont trouvé des documents forgés dans la pièce verrouillée, de faux actes de naissance, des papiers d'adoption frauduleux créés par quelqu'un de doué. Toute mon identité légale était fausse. Des mensonges soigneusement construits qui avaient tenu 24 ans parce que personne n'avait pensé à remettre en question un couple s'installant dans une nouvelle ville avec leur jeune fille. Un détective de la police d'État m'a interrogé pendant 3 heures au poste, me questionnant sur chaque détail de mon enfance dont je pouvais me souvenir. Je lui ai parlé de l'anxiété de ma mère chaque fois que je posais des questions sur mes photos de bébé, de l'insistance de mon père pour ne jamais discuter du passé, de la façon dont il me décourageait de trop m'approcher d'autres familles ou de développer des relations qui pourraient impliquer de partager l'histoire familiale. Chaque bizarrerie que j'avais balayée comme une excentricité parentale se révélait maintenant être une tromperie calculée pour cacher leurs crimes impardonnables. Le détective a expliqué que cette affaire impliquerait des agences fédérales car mes parents avaient traversé les frontières de l'État avec un enfant enlevé. Le FBI prendrait le relais. Il m'a prévenu que les prochaines semaines seraient difficiles à mesure que la vérité éclaterait publiquement. J'aurais besoin de soutien. Les médias seraient implacables. Je devrais décider de la relation, si tant est qu'il y en ait une, que je voulais avoir avec les gens qui s'étaient appelés mes parents. Owen m'attendait quand j'ai fini, assis dans le hall avec un café pris à un distributeur. Il m'a tendu une tasse et nous sommes restés assis sans parler, essayant tous deux de traiter l'impossible vérité. Le shérif Amos s'est approché avec une nouvelle qui a fait battre mon cœur à tout rompre. Les résultats ADN préliminaires confirmaient que j'étais Lily Henley. Les empreintes correspondaient à celles retrouvées sur des jouets dans la pièce verrouillée. J'étais la fille volée, la personne disparue, l'affaire classée qui avait consumé le deuil de cette ville pendant plus de 2 décennies. Mes parents, les Whitmore, étaient désormais recherchés pour enlèvement, conspiration et double meurtre. Toutes les agences de police du pays avaient leurs photos et la description de leurs véhicules. Le shérif Amos a dit qu'il ne pouvait pas être allé loin s'il prévoyait d'arriver à la Maison du Lac demain.
Ils logeaient probablement quelque part à proximité, ignorant totalement que leur secret avait été découvert. Owen m'a proposé sa chambre d'amis, et j'ai accepté, car l'alternative était de rester seule dans un hôtel, à perdre la tête. Sa maison était petite mais remplie de photos de personnes que j'aurais dû connaître. Ma vraie mère me tenant bébé. Mon vrai père apprenant au petit Owen à faire du vélo. Des moments de bonheur figés avant que tout ne s'arrête. Owen m'a vu fixer une photo de sa mère et a dit que j'avais son sourire, sa façon d'incliner la tête quand je réfléchissais. Il avait passé 24 ans à me chercher, consultant les bases de données d'enfants disparus, suivant de fausses pistes, refusant de quitter Millbrook parce que c'était là qu'il avait vu sa famille pour la dernière fois. Nous sommes restés éveillés jusqu'à l'aube pendant qu'Owen me parlait de mes vrais parents. Mon père était comptable et faisait du bénévolat pour enseigner la gestion financière à des jeunes à risque. Ma mère était enseignante spécialisée pour les enfants en difficulté. C'étaient des gens foncièrement bons qui croyaient en l'aide aux autres. Et cette bonté les avait conduits au meurtre par des gens qui avaient transformé le désespoir en mal absolu. Owen m'a montré des vidéos de matins de Noël et de fêtes d'anniversaire, me laissant entendre les voix de mes vrais parents pour la première fois dont je pouvais me souvenir. Je me regardais, petite fille riant et jouant, ignorant que mon avenir était sur le point d'être volé. Le shérif Amos a appelé à 6 heures du matin. Ils avaient trouvé les Whitmore dans un motel bon marché à 40 minutes de là, tous deux étaient en garde à vue, confus et terrifiés, ignorant que leur secret de 24 ans s'était effondré. Le shérif a demandé si je voulais être là pour l'identification et tout mon instinct hurlait « non ». Mais j'avais besoin de les voir. Besoin qu'ils sachent que je savais. Owen m'a conduite au poste, et nous avons regardé à travers une glace sans teint alors qu'ils étaient photographiés et qu'on prenait leurs empreintes, leurs visages montrant le moment exact où ils ont réalisé que leur mensonge était mort. Le shérif m'a demandé si je voulais leur parler avant les interrogatoires formels. J'ai hoché la tête parce que j'avais besoin d'entendre la vérité de leur propre bouche. Besoin de comprendre comment deux personnes pouvaient vivre avec des mensonges aussi monstrueux. Elle a amené Susan Whitmore dans une salle d'interrogatoire, les poignets enchaînés. Susan m'a vue et a fondu en larmes. Elle a essayé de m'atteindre malgré les chaînes, criant mon nom, me suppliant de comprendre. Je me suis assise en face de la femme qui m'avait élevée et je lui ai demandé de tout me dire. Ses aveux ont jailli comme du poison, étant enfin purgés d'une plaie infectée. Suzanne a confirmé ce que le journal révélait. Elle et David avaient été anéantis par l'infertilité et le rejet des agences d'adoption. Le groupe de soutien avait validé leurs sentiments et lentement normalisé des actions de plus en plus extrêmes. L'enquêteur véreux avait proposé de prendre un enfant à une famille aimante pour le donner à des gens qui l'aimeraient tout autant. Personne ne perd, avait-il argumenté. C'est juste une autre façon de gagner. Suzanne a insisté sur le fait qu'il n'avait jamais eu l'intention de blesser qui que ce soit. David était seulement censé droguer la famille et m'emmener pendant qu'il dormait. Mais mon vrai père les avait reconnus de quelque part, être des semaines qu'ils avaient passées en ville à planifier. Il s'était défendu, et David avait paniqué. J'ai demandé comment elle pouvait justifier le meurtre de mes parents pour me voler. Le visage de Suzanne s'est décomposé et elle a dit qu'elle s'était convaincue que je serais mieux avec eux qu'en famille d'accueil après un tel traumatisme, que j'étais si jeune que je ne me souviendrais pas, que m'offrir un foyer stable et aimant était en fait une gentillesse. Elle avait réécrit la réalité dans sa tête jusqu'à ce que les mensonges deviennent sa vérité. Chaque fois que je l'avais appelée maman, cela avait validé son délire. Chaque étape de ma vie que j'avais franchie était la preuve que son crime avait été un cadeau. Elle avait passé 24 ans dans un fantasme où elle était l'héroïne au lieu du monstre. J'ai dit à Suzanne que je ne lui pardonnerais jamais ce qu'elle avait fait à ma vraie famille et à moi, qu'elle m'avait volé la chance de connaître mes vrais parents et de grandir avec mon frère, que chaque souvenir que j'avais avec elle était empoisonné par la connaissance de la façon dont elle m'avait acquise. Elle m'a supplié de me souvenir de tous les bons moments, de tout l'amour qu'elle m'avait donné, comme si l'affection pouvait effacer un meurtre. Je suis sortie alors qu'elle parlait encore, et Owen m'attendait dans le couloir.
Il m'a demandé si je voulais voir David et j'ai secoué la tête. J'avais entendu assez de mensonges pour toute une vie. Le FBI est arrivé quelques heures plus tard. L'agent Victoria Cross a expliqué que le groupe de soutien mentionné par Suzanne était sur leur radar depuis des années comme faisant partie d'un réseau suspect d'adoptions illégales. Le journal de Suzanne et sa coopération aideraient à démanteler toute l'opération et potentiellement à localiser d'autres enfants volés. L'agent Cross m'a demandé si je travaillerais avec eux pendant l'enquête, sachant que cela signifiait revivre le traumatisme à plusieurs reprises. J'ai accepté parce que d'autres familles méritaient la vérité que je venais de découvrir, peu importe ce qu'il m'en coûterait pour aider à la trouver. L'histoire a fait la une des journaux nationaux en 24 heures. Mon visage était partout, à côté des photos de la petite Lily Henley d'il y a 2 décennies. Les journalistes ont envahi Millbrook comme des criquets, campant devant la maison d'Owen et le poste de police. Mon téléphone a explosé d'appels de numéros inconnus. Des reporters exigeant des interviews et des parents éplorés que je ne connaissais pas voulant renouer le contact. Les médias ont appelé cela « l'enlèvement de la maison du lac » et ont disséqué chaque détail de mon enfance volée pour la consommation publique. Owen a pris un congé de son travail au restaurant parce que les clients ne cessaient de poser des questions intrusives sur ses parents assassinés et sa sœur disparue qui s'était soudainement matérialisée après 24 ans. Un avocat de la défense m'a contacté par l'intermédiaire des médias pour demander un témoignage de moralité pour les Whitmore lors du prononcé de la peine. L'audace m'a fait rire d'un rire qui s'est transformé en sanglots incontrôlables. Ils voulaient que je les aide à éviter les conséquences après avoir détruit ma famille et volé ma vie. Leur avocat soutenait qu'ils m'avaient bien élevé et m'avaient montré de l'amour, qu'ils méritaient de la considération pour ces années de soins, comme si changer des couches et assister à des spectacles scolaires équilibrait la balance face à un double meurtre et un enlèvement. L'agent Cross est revenu avec des nouvelles sur l'enquête du groupe de soutien. Ils avaient identifié 12 membres impliqués dans diverses adoptions illégales. L'enquêteur véreux s'était pendu plutôt que de faire face à une arrestation. L'infirmière licenciée avait fait une overdose de ses propres médicaments volés. Le serrurier coopérait, fournissant des détails sur 7 enlèvements distincts qu'il avait facilités en 15 ans. Seuls 3 de ses enfants avaient été retrouvés. Les autres étaient toujours portés disparus. Leur famille les cherchait encore, leur sort restant inconnu. Mon témoignage et ma volonté de rendre l'affaire publique avaient permis de briser le réseau et donner à d'autres victimes le courage de faire part de leurs soupçons sur leurs propres origines. Le procès a eu lieu 6 mois plus tard après que les procureurs eurent monté un dossier accablant. David et Suzanne ont tous deux plaidé non coupables malgré les preuves du journal et la confirmation ADN. Leurs avocats ont plaidé la folie passagère et le trouble émotionnel, affirmant que les Whitmore avaient été victimes de manipulation par un groupe de soutien prédateur. Les procureurs ont répliqué avec des preuves de préméditation, des outils de crochetage, des documents forgés préparés à l'avance, des sédatifs achetés des semaines avant les meurtres. Le journal de Suzanne montrait une compréhension claire du fait que ce qu'il faisait était mal, détruisant toute défense de folie. J'ai témoigné lors de la phase de déclaration des victimes, racontant à la salle d'audience comble une enfance de banlieue normale avec de bonnes écoles, des dîners en famille et des fêtes d'anniversaire. Puis j'ai décrit la découverte que chaque moment avait été construit sur les cadavres de mes vrais parents. J'ai regardé David et Suzanne directement en parlant, observant leurs visages s'effondrer alors qu'ils entendaient les conséquences de leurs actes par la bouche de la fille qu'ils avaient volée. Le jury a délibéré moins de 3 heures avant de rendre des verdicts de culpabilité sur tous les chefs d'accusation. Tous deux ont été condamnés à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Plus 60 ans. Ils mourraient en prison. Justice était enfin rendue, même si elle ne pourrait jamais ramener ce qui avait été pris. Owen et moi sommes sortis par une issue latérale pour éviter le cirque médiatique. Nous sommes retournés à Millbrook en silence, traitant tous deux la fin d'un cauchemar qui avait duré la majeure partie de ma vie. J'avais officiellement repris mon nom de famille par ordonnance du tribunal, récupérant l'identité avec laquelle j'étais née, Lily Henley.
J'ai commencé à voir un thérapeute spécialisé dans les victimes d'enlèvements retrouvés et la reconstruction identitaire. Le travail était brutal mais nécessaire si je voulais avoir une chance de construire un avenir réel. Nous avons visité les tombes de mes parents ensemble pour la première fois. De simples stèles de granit dans un petit cimetière, où Owen les avait enterrées seules à l'âge de 10 ans. J'ai déposé des fleurs et je me suis excusée de ne pas les avoir connues, d'avoir mis si longtemps à revenir à la maison, d'avoir survécu alors que non. Owen a dit qu'il voudrait que je sois heureuse maintenant, que je vive la vie qu'ils étaient morts en essayant de protéger. La meilleure vengeance contre les Whitmore était de construire un avenir qu'ils ne pourraient jamais toucher ou souiller. Je suis restée à Millbrook et j'ai appris à travailler au restaurant d'Owen pendant le service du matin, préparant le café et retournant des œufs, tout en apprenant à connaître la communauté que mes vrais parents avaient aimée. Des clients partageaient des histoires sur ma mère qui donnait des cours de soutien gratuits aux enfants en difficulté, et sur mon père qui faisait les déclarations d'impôts des familles à faible revenu sans rien demander en retour. Ces histoires dessinaient le portrait des personnes que j'aurais dû connaître, me rendant des morceaux des parents que les Whitmore m'avaient volés. L'agent Cross a appelé des mois après le procès avec des nouvelles de 2 autres enfants identifiés grâce à l'enquête sur le réseau. Tous deux ont été réunis avec leur famille biologique. Mon témoignage et ma volonté de m'exprimer publiquement avaient été cruciaux. D'autres victimes s'étaient manifestées avec des doutes sur leurs propres adoptions. J'avais aidé à sauver des familles du même cauchemar que j'avais vécu, transformant ma douleur en quelque chose qui comptait. J'ai trouvé un garde-meuble que David Whitmore louait sous un faux nom, rempli de souvenirs de la famille Henley volés lors de l'enlèvement. Les bijoux de ma vraie mère, des albums photos documentant mes 3 premières années, des vidéos de famille. Owen a pleuré quand je les ai rapportés à la maison, voyant des morceaux de ses parents qu'il pensait perdus à jamais. Nous avons passé des semaines à tout parcourir, lui me racontant des histoires pour chaque photo, reconstruisant mon histoire à partir de fragments. La maison du lac a été démolie après que les équipes médico-légales eurent fini de la traiter. Le conseil municipal a voté la création d'un parc commémoratif pour les victimes de crimes violents sur la propriété, avec une section dédiée à mes parents et aux autres victimes du réseau d'enlèvement. Owen a conçu le mémorial, un espace calme avec des bancs et des fleurs où les familles pourraient se souvenir de leurs proches disparus. Je ne suis pas allée à la cérémonie d'inauguration et j'ai laissé Owen nous représenter tous les deux, incapables de faire face à cet endroit à nouveau, même transformé en quelque chose destiné à honorer au lieu de blesser. 1 an après avoir découvert la vérité, je me tenais dans le restaurant d'Owen à préparer le café pour les habitués du matin, et je regardais le lever du soleil par les fenêtres de devant. La douleur de ce que les Whitmore avaient fait ne guérirait jamais complètement, mais j'avais cessé de la laisser définir chaque moment. J'avais retrouvé mon frère, appris à connaître mes vrais parents et tissé des liens avec une communauté qui ne m'avait jamais oubliée. Les Whitmore mouraient en prison tandis que je vivrais librement dans la ville où j'étais née. Ils avaient volé mon enfance, mais j'avais récupéré mon identité et mon avenir. Et parfois, c'est la seule justice que les victimes obtiennent. La survie et la connaissance que la vérité compte plus que les mensonges que les gens se racontent pour justifier l'impardonnable.